Ça y est, on ouvre un nouveau Chumash. Chumash Shmot. Alors, je veux bien, on ouvre un nouveau Chumash, certes, mais il faut savoir que le livre de Shemot a eu plusieurs noms. Alors, Shemot, en français on dira l'Exode. Ah oui, l'Exode. Mais effectivement, le premier nom qu'on retrouve chez nos sages, déjà au Xe siècle, ça va être, on va appeler le livre de Shemot, Sefer Sheni. Bon, vous allez me dire, il n'y a rien d'extraordinaire à ça. C'est le deuxième, ils l'ont appelé deuxième, tout va bien. Certes, mais il y a quand même une astuce, parce que nulle part, on a vu qu'on appelait Vaïkra Sefer Shlishi. Ni Bamidbar Sefer Revi, ni Dvarim Sefer Hamishi. Et ni Bereshit non plus Sefer Rishon. Donc ça veut dire que le fait que ce soit un Sefer Sheni ne fait pas référence au fait qu'il est le deuxième parmi les 5, mais qu'il est en fait Bereshit Sheni. De la même façon qu'on a un Shmuel Aleph, Shmuel Bet, Melachim Aleph, Melachim Bet, on a un Bereshit Aleph, Bereshit Bet. En d'autres termes, le livre de Shemot suit complètement le livre de Bereshit. Mais pas seulement dans l'ordre chronologique des événements, mais également dans le message que traite le livre de Shemot. Puisque le début du livre commence en disant Ve'ele Shemot Bene Israël Abaïm Mitzrayim. Or, le Talmud nous dira, dans le traité de Megillah, que Kol Makom Shikatuv Elle Posel ala Rishonim. Et Kol Makom Shikatuv Ve'ele Mosif ala Rishonim. Lorsqu'il y a marqué dans la Torah Elle tatata, c'est comme si tu pouvais oublier ce qu'il y avait marqué avant. Alors que s'il y a marqué Ve'ele, ça fait directement référence à ce qu'il y avait avant. En d'autres termes, notre livre de Shemot fait directement référence au livre de Bereshit. Et il faut bien le dire, le livre de Bereshit était porteur de beaucoup d'espoir. Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama, Dieu avait dit à Abraham. Mais tous ces espoirs ont été extrêmement déçus et extrêmement mis aux oubliettes lors du dernier verset du livre de Bereshit. Rappelez-vous du dernier verset du livre de Bereshit? C'est la mort de Yosef, et on nous dit Vayisem ba'aron b'Mitzrayim. Prenez tout l'espoir, toute la grandeur du livre de Bereshit. Comment ça se termine? Ils l'ont mis dans une boîte en Égypte. C'est quand même extrêmement réducteur. Et donc ça veut dire que le livre de Shemot va avoir pour rôle de faire sortir la boîte. Pour ce faire, on a besoin de qui? On a besoin de qui pour sortir la boîte d'Égypte? Un dirigeant. Moshe, un dirigeant. On a besoin de tout sauf d'un juif. Ah oui. On a besoin de tout sauf d'un juif. Et on va essayer de comprendre de quoi il s'agit. Alors le cours ici ce soir s'appelle Docteur Moshe et Mister Rabbeinu. Faisant directement référence à notre ami Jekyll et Hyde. Ouais, parce que Moshe, semble-t-il, est minimum schizophrène. Chas v'chalila. Aval il a minimum deux personnalités bien distinctes. D'ailleurs, j'en veux pour preuve que notre ami Sigmund Freud a dit de Moshe qu'en fait il y avait eu deux Moshe. Un qui a libéré le peuple d'Égypte, et un autre personnage, qui s'appelait aussi Moshe, qui a donné la Torah. Il a tort. Mais pourquoi il a pensé ça? Eh bien parce que la personnalité qu'il faut pour libérer l'Égypte et la personnalité qu'il faut pour donner la Torah sont deux choses complètement différentes, distinctes. Et a priori, ça nous paraît absurde que ce soit le même personnage qui remplisse ces deux rôles-là. Ben oui, parce que pour sortir d'Égypte, qu'est-ce qu'il faut? Un chef politique, un leader politique. Pour donner la Torah, il faut être un rocher Shiva. C'est pas les mêmes qualités, a priori. Quoi? Pourquoi est-ce qu'on compare forcément un leader politique au leader politique que nous avons aujourd'hui? Il n'y a pas de raison.
En réalité, un vrai leader politique, pour être un leader, il faut être et un politique et quelqu'un qui soit rouhani. C'est ça un vrai leader, normalement. Normalement, d'après qui? Pour que ça marche. Quand on demande de prendre un peuple et de le sortir de l'esclavage, on ne parle pas de rouhaniout. Ah non, excusez-moi, pas du tout. Si on n'a pas de rouhaniout, Ouais. on ne peut pas comprendre ce que c'est la liberté quand on est un esclave. Si on ne voit pas quelque chose d'un peu transcendant, quand on est un esclave, on veut rester esclave. Je suis d'accord avec toi On à mange tous 100%. les jours. Je suis d'accord avec toi à 100% qu'un esclave, il ne peut pas de lui-même se voir libre. Donc ça veut dire qu'il faut que ce soit quelqu'un qui n'est pas esclave, qui sorte les esclaves de l'esclavage. Mais à aucun moment ça veut dire que la personne qui n'est pas esclave doit être également avec une grandeur spirituelle énorme. Il suffit d'être quelqu'un qui n'est pas esclave. C'est deux travaux complètement différents. Le travail de sortir un peuple d'Égypte, le travail de diriger un peuple, et le travail de lui donner la spiritualité de la Torah, c'est deux dimensions complètement différentes. D'ailleurs, on va voir que ça va être le grand débat interne qu'a Moshe dans le début de notre paracha, mais Michlal, jusqu'à la fin de sa vie. Est-ce qu'il est Moshe ou est-ce qu'il est Rabbeinu? Nous, on l'appelle comment? Moshe Rabbeinu. Nous, ça ne va pas l'aider, ça. C'est-à-dire, on va voir de quoi il s'agit. D'abord, on pourrait dire que l'histoire de Moshe est sympathique, mais que voulez-vous, ce sont les temps bibliques. C'était il y a longtemps. J'en veux pour preuve, on a ici des juifs qui en 21e siècle me disent ben pourquoi veux-tu que le leader politique actuel ressemble au leader politique d'avant? Derrière cette phrase, Oui, j'ai dit le contraire. Elle a dit le contraire. c'est pareil. Non. Pourquoi veux-tu que les leaders politiques d'avant soient comme les leaders politiques de maintenant? C'est exactement pareil que de dire pourquoi tu veux qu'ils soient ceux de maintenant comme ceux d'avant. Pourquoi on va les rabaisser? Ah, ça c'est déjà un pérouche Rashi. Faut faire il y a le pshat et il y a les pérouchim. Le pshat, quand tu me dis pourquoi tu veux que le dirigeant d'aujourd'hui soit comme le dirigeant d'avant, c'est ce que tu as dit. Ou non, tu as dit pourquoi tu veux que le dirigeant d'avant soit comme celui d'aujourd'hui. Ça veut dire que tu dis qu'il y a une différence entre ceux d'avant et d'aujourd'hui. Si moi je dis pourquoi tu veux que les dirigeants d'aujourd'hui soient comme ceux d'avant, ça veut dire la même chose qu'il y a une différence entre ceux d'aujourd'hui et d'avant. Je n'y ai pas mis de jugement de valeur. Je n'ai pas dit que eux étaient meilleurs ou que eux étaient meilleurs. Mais dans tous les deux cas, quelle que soit ma formulation ou ta formulation, ça revient quelque part à dire que le livre de Shemot, je peux le mettre, on va pas dire à la poubelle, de côté. Si tu me dis que les dirigeants d'aujourd'hui n'ont rien à apprendre des dirigeants de l'époque, parce qu'ils ne sont pas du tout dans la même trempe, parce qu'ils n'ont pas du tout le même rôle à jouer, alors pourquoi est-ce que j'étudie le livre de Shemot? Et là, il faut bien comprendre une chose. Et c'est pas vrai que pour Shemot, c'est vrai pour tout le Tanakh. Regardez, la source numéro 1, je pense que c'est un postulat de départ qu'il faut bien comprendre quand on étudie la Torah. Ce qu'on dit la Gemara dans ma Maseret Megillah, page 14. J'ai mis que la dernière partie de la phrase, je vais vous dire la phrase en entier. La phrase en entier c'est Nevoa shelo utzrecha ledorot lo nirteva, ela nevoa shelo utzrecha ledorot nirteva. סליחה. נבואה שהוצחה לו, אלא היא פרפרסה שלו. נבואה שהוצחה לדורות נכתבה, ושלא הוצחה לדורות לא נכתבה. Il faut bien comprendre une chose. Vous savez combien on a eu de prophètes dans toute l'histoire de la prophétie, dans les 1000 ans à peu près de prophétie qu'on a eu? Combien de prophètes il y a eu dans le peuple juif? Allez, balancez un chiffre. Combien tu dis? 5000. 5000. Il a dit plus. Allez, qui dit mieux? Non? Personne? Lance un truc qui peut arriver. 600 000. 600 000. Qui dit mieux? Ouais, ils sont avant. 600 000 Nevi'im. Il dit qu'on a eu 600 000 prophètes. Ça vous paraît beaucoup, hein? Oui. Oui, c'est pour ça que le Talmud dit qu'on a eu Kiflaim Keyotse Mitzrayim Nevi'im. Ça ne veut pas dire 600 000, ça veut dire 1 200 000. En tout, dans toute l'histoire de la prophétie, il y a eu 1 200 000 prophètes.
On les connaît pas tous. On les connaît pas tous. Tous n'ont pas eu un livre. Mais il y a eu plein de prophètes. Par exemple, on a retrouvé à Lachish, Shvelat Yehuda, dans les fouilles archéologiques de Lachish, on a retrouvé la Metsuda, les vestiges de la Metsuda qui a été attaquée par Sancheriv, par les armées assyriennes à l'époque du premier temple, sous le roi Chizkiyahu. Et on a trouvé plein de morceaux d'argile qui sont ce qu'on appelle Khalse Lachish, on a trouvé plein de textes. Parmi ces textes, on a un rapport du chef de la Metsuda à Chizkiyahu Melech Yehuda. Dans le rapport, il dit que voilà, on n'a plus beaucoup à manger, les troupes des ennemis avancent, machin. Et dans le rapport, c'est et le prophète, il a dit comme ça, comme ça. Ça fait partie du rapport quotidien. Qu'est-ce qu'il dit le prophète? Alors, on ne connaît pas ce prophète. Mais à l'époque de la prophétie, il y avait des prophètes à tous les coins de rue. Il y avait un prophète de quartier, il y avait un prophète de l'école, il y avait un... Et il y avait les prophètes qui ont eu des livres. Pourquoi? Eh bien parce que ce qu'ils ont dit, eux, devait servir les générations. Le prophète de l'école, ça servait l'époque où il était. Et donc, Nevoa chez Utzrecha le Dorot Nirteva, et donc si on voit des choses qui sont marquées dans la Torah, c'est que ça doit nous servir aujourd'hui. C'est-à-dire, lorsqu'on va étudier maintenant le livre de Shemot, il s'agit de la sortie de l'exil. La sortie du premier exil prototypique pour tous les exils. Ce qui veut dire que ce qu'on va apprendre maintenant doit être mis en relation et en correspondance directe avec ce qu'on a aujourd'hui. Parce que sinon on ne comprend pas comment on sort d'exil. Ok? Donc une fois qu'on a dit ça, je suis tout à fait d'accord quand tu dis qu'il est impensable qu'un esclave s'auto-libère. Nachon. En, nous dit la source numéro 2, le Midrash Bereshit Rabbah, En chavush matir atzmo mi bet ha'asurim. Un prisonnier ne s'auto-libère pas. Alors vous dire il peut s'évader, peut-être, mais il sera toujours quelque part prisonnier. Il aura toujours la peur qu'on le récupère et tout ça. En d'autres termes, un esclave ne peut pas s'auto-libérer. Le monde de la liberté est étranger à l'esclave. Et donc pour le sortir de la mouise, il faut quelqu'un qui n'y soit pas. Il faut que ce soit Moïse. Donc il faut qu'il soit Moïse, pour sortir de la mouise. Ouais, j'ai pensé ne pas être obligé d'expliquer la blague, mais voilà, saute, il est tard. Eh ben oui! Eh oui, c'est la première question qu'on se pose. Comment ça se fait que Moshe, the libérateur, the Goël, the Moshe, il a grandi à l'extérieur du peuple juif? C'est quand même bizarre cette histoire. S'il avait fallu choisir un dirigeant au sein du peuple juif, qui on aurait choisi? Aaron, évidemment. Mais non, Dieu il a choisi Moshe. Il va falloir qu'on rentre dans le vif du sujet. Non seulement c'est un peu dur à entendre, bien qu'au niveau cinématographique ça donne lieu à des films incroyables. Alors, c'est Sylvain 2000. Bien sûr, les 10 commandements. On n'a jamais compris comment Moshe arrivait à être toujours maquillé même quand il était dans la boue. Ça, c'est un concept. Mais comment ça se fait? Moi j'ai une autre question. Comment ça se fait que Moshe Rabbeinu ne s'est pas marié avec une petite juive? Quoi? Dans tout le peuple juif, il n'a pas trouvé une petite sarcelloise, une petite fille du 19e? Non, rien. Il a été obligé d'aller chercher une fille à Midian? Lama. Parce qu'à l'époque, il n'était pas dans le peuple. Oui, mais moi, il est parti. non, je pose pas la question par rapport aux événements. Je pose de manière générale. Ça vous dérange pas un peu que Moshe ne se soit pas marié avec une juive? Ils vont lui faire le reproche après. Ils vont lui faire le reproche après. Donc la preuve, c'est qu'il y a de quoi reprocher. Alors pourquoi il n'a pas fait ça? Quoi? Finalement, quand il a décidé de rejoindre les Bnei Israël, il ne pouvait pas prendre une femme là-bas? Il y a forcément une fille bien là-bas. Myriam, elle n'avait pas des copines? Elle voulait pas de lui. Elle voulait pas de lui. On va aller voir ça. D'abord, il était beau gosse. Il ne voulait pas une esclave. Ah, tu dis qu'il ne voulait pas une esclave. Ouais, mais le Shevet Lévi, il n'était pas vraiment esclave. Peut-être qu'une cousine, ça aurait pu le faire. Il est esclave quand même. C'est quand même une esclave. Il était En mamzer. Égypte, chez le T'es pharaon, mamzer? il était esclave. Sa mère, Ouais, a épousé. ouais. Son oncle. Ah oui, L'inverse.
Yocheved a épousé son neveu. Amram est le neveu de Yocheved. Et ça, c'est interdit. Ouais, t'as bien raison. Je vais même te dire mieux que ça. Il y a une autre raison pour laquelle il est mamzer. C'est un secret de Polichinelle. Et à un moment donné, quand Pharaon il a fait la xéra entre les enfants, il a tué les garçons, alors le Midrash nous dit qu'Amram il s'est séparé de Yocheved. Pourquoi il s'est séparé de Yocheved? Il a dit, comme je suis le chef du peuple juif, les gens vont faire comme moi, il n'y aura plus de bébés, donc plus de meurtre, plus de mort. Seulement à ce moment-là, Yocheved n'est pas d'accord. Il dit, c'est n'importe quoi ce que tu dis. Bon, j'ai pas le choix, il m'a donné le guet, j'ai pas le choix. Mais comme il n'était pas d'accord, elle a été se marier avec un autre garçon qui s'appelle Elitsaphan Ben Parnar. Et elle a eu 2 garçons qui s'appellent Eldad ou Medad, qu'on retrouvera beaucoup plus tard dans le livre de Bamidbar. Seulement entre-temps, Myriam elle n'est pas contente, parce que Myriam elle est pour le mariage pour tous, mais de l'époque. Et donc elle dit à son père, mais t'es pire que Pharaon. Pharaon il a condamné que les garçons, toi tu condamnes aussi les filles. Allez, retourne chez maman. Et donc il dit bon d'accord. Et il envoie un WhatsApp à Yocheved, écoute, j'ai peut-être fait une erreur, machin. T'acceptes de revenir? Elle dit oui. Elle divorce de Elitsaphan Ben Parnar et elle se remarie avec Amram. On n'a pas le droit de faire ça. D'accord, on n'a pas le droit. Hein? Donc il est doublement mamzer à manger. Non mais de toute façon, mariage interdit et mamzer, c'est pas la même chose. Non, mais à partir de mamzer, parce que c'est son nom, enfin, c'est sa tante. Ah non, c'est pas mamzer. Ah bon, c'est quoi alors? Mamzer, c'est quand adultère. C'est pas que adultère. C'est pas que adultère. Tout ce qui sort d'un mariage qui n'est pas légal, qui vient des harayot, c'est mamzerout. Mais de toute façon, on s'en fiche. Pourquoi on s'en fiche? C'était avant. C'est avant la Torah. Donc on s'en fiche. C'est avant Matan Torah, pas sûr. Et là-bas, nous dit ici le Maharal de Prague, donc vous rattachez. Pourquoi Moshe ne s'est pas marié avec une bonne petite juive? Il dit parce que Kiaish Moshe Klali ou Klali. Et alors? ולכן לא היה יכול להינשא לאחד מבנות ישראל בכדי לא להיות קשור לאחד ממשפחות ישראל. ולכן היה צריך לקחת אחת מבחוץ כדי לשמור על כללותו. En d'autres termes, Moshe il est Klali, il est Klal Israël. S'il se marie avec une fille d'une famille, une bonne famille, quelque part Moshe sera lié à une partie du peuple juif plus qu'à une autre. C'est pas possible. Donc de 2 choses l'une, soit il se marie avec toutes les filles d'Israël, soit avec quelqu'un de l'extérieur. Vous rigolez? Mais les Bnei Israël ont toujours eu un petit doute de savoir si Moshe il n'allait pas avec leur femme. C'est ce que nous dit le verset Vayabitu achare Moshe dans le livre de Vayikra. C'est Vayabitu achare Moshe. À chaque fois que Moshe rentrait dans le Ohel Moed, les Bnei Israël ils regardaient. Alors, toutes les avis qui sont marqués dans Chazal sont péjoratifs, sont négatifs. Il y en a qui disent qu'il regardait pour aller voir s'il n'allait pas manger, simplement se remplir la panse des corbanotes. Et là, et un des avis, c'est ils avaient tous peur qu'il aille avec leur femme. Quelque part, ça veut dire que tout le monde ressentait que Moshe, il est lié à toutes les familles d'Israël et à toutes les femmes d'Israël. En d'autres termes, Moshe est un acteur extérieur au peuple juif. Et ce fait qu'il est extérieur est nécessaire, mais peut lui causer beaucoup de problèmes. Et maintenant, on va essayer de comprendre quelle est l'identité de Moshe. Mais dernière petite question. Je n'ai pas suivi, vous avez dit d'un côté qu'il est Klali et de l'autre côté qu'il est extérieur. Il est Klali. Tellement Klali qu'il ne peut pas se lier à quelqu'un. Donc il va aller chercher à l'extérieur. Non, mais vous avez dit aussi qu'il est extérieur, lui. Ah bah oui, lui, il est quelque part un petit peu extérieur, c'est ce qu'on va voir dans les versets, en quoi il est complètement extérieur. Mais la dernière chose, avant qu'on rentre dans les versets concrètement, Moshe a grandi en Égypte. Il a grandi chez Beth Paro. Moshe, c'est le prince d'Égypte, comme dit le film. Et donc la question c'est, comment ça se fait que le Goël Israël, j'ai compris, il ne doit pas être esclave. C'est-à-dire, et pourquoi il faut qu'il grandisse dans la maison de l'Égypte? Ça aurait pu être un marchand vietnamien qui vient sauver les Bnei Israël. Pourquoi Davka mi Beth Paro?
Eh bien, parce qu'il faut bien comprendre que Geulat Israël mi Mitzrayim, c'est pour qui? C'est que pour les Juifs, la Géoula? C'est pour qui? C'est pour le monde entier. Il faut donc que le monde participe à la création du Goël. Le monde à l'époque, c'est qui? C'est l'Égypte. Si j'ai besoin de faire des traductions en 2018, vous comprenez bien que le Goël, celui qui amène la Géoula, ne peut donc pas grandir au sein du Beth Midrash. Il doit venir de l'extérieur. Et de quel extérieur? De la civilisation mondiale. Parce que la Géoula, c'est pour eux aussi. Ah ben non, c'est pas un juif, toi. Il doit être quand même chez nous, mais il doit grandir chez les autres. Ça, on va voir de quoi il s'agit. Ça va? Alors venez, on rentre dans les versets. Rappelez-moi juste comment s'appelle le livre? Shemot. Et rappelez-moi juste comment ça commence. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב יישוב את באו ראובן שמעון לוי יהודה. De quoi on parle? Des Shemot. Il semblerait que les Shemot tiennent une place importante dans ce livre. Alors je vous demanderai de suivre avec moi la source numéro 5. Suivez bien. Et n'hésitez pas à me reprendre si je dis des bêtises. Vayelech Amram Vayikach et Yochevet. Bon, La source numéro 5. bon, c'est pas ce qu'il y a écrit. Je ne sais pas ce qu'il y a écrit. Sapristi, qu'est-ce qui se passe? Je répète. Vayelech Amram Vayikach et Yochevet. Tu dis que c'est pas ça qui a marqué. Ah. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. D'accord? Hein? Quoi? C'est ce qui s'est passé, non? Qui c'est le papa et la maman? C'est Yochevet, c'est Amram et Yochevet. Non, la Torah ne veut pas que ce soit Amram et Yochevet. La Torah volontairement est en train de nous cacher tous les noms de tous les acteurs de l'histoire. Vayelech ish mi Bet Levi. C'est-à-dire quoi Bet Levi en langage de l'époque? C'est un Luftmensch, comme on dit en arabe. Luftmensch, c'est, comme on dit, l'homme invisible. C'est l'homme courant d'air. Ish Avir. C'est-à-dire c'est un mec qui n'a pas vraiment de place. Ben oui, les Lévi'im, ils n'ont pas de place. Ils n'ont pas de Nachala, ils sont un peu partout, ils sont un peu nulle part. C'est ça. Bekitso, Vayelech ish mi Bet Levi, on ne sait pas d'où il vient. Vayikach et Bat Levi, elle non plus, elle n'a pas vraiment de place. Vatar Aisha, Vatelet Ben, יפה מאוד. ותראה אותו כי טוב הוא. תקרא את שמו טוביה. Quoi? Quoi, c'est pas marqué non plus? Non. Ben, c'est bizarre. Dans tout le livre de Bereshit, quand on me parle de la naissance de quelqu'un et qu'on me raconte les péripéties de la mère pendant l'accouchement, c'est pour me justifier le nom du personnage. D'accord? וירא השם כשנוא עליה, ותקרא את שמו ראובן, כי ראה השם בעוני, ותקרא את שמו שמעון, כי שמע השם. כן? הפעם ילווה אישי אליי, ויקרא את שמו לוי. הפעם מודה את השם, תקרא את שמו יהודה. אלא il nous dit, ותקרא אותו כי טוב הוא. Bon bah alors c'est parti. ותקרא את שמו טוביה. Entre parenthèses, Touvia, c'est un des noms proposés par la Gemara pour le nom de Moshe. C'est pas... Parce que là on me dit Vatitzpeneu shlosha yerachim. Ils l'ont caché pendant 3 mois. Alors le Midrash il s'éclate. Le Midrash il dit qu'il est né à 6 mois et que les chefs, les soldats égyptiens ils ne sont pas encore venus chercher dans la maison parce qu'ils savaient qu'elle était enceinte que de 6 mois, donc c'est pas à 6 mois qu'on accouche. Et donc pendant 3 mois, elle a pu le garder à la maison sans problème. Et après, elle ne pouvait plus, parce que c'était les 9 mois, et donc les soldats venaient chercher. Bon, c'est-à-dire. Mais attendez 2 secondes. Pendant ces 3 mois où il était à la maison, comment il l'appelait tous les jours? Bébé? Pag? C'est ça son nom? Quoi, ils lui ont pas donné de nom? Quoi, j'ai pas compris, ils n'ont pas fait la brise mille. Et le Chazan, il n'a pas dit Vaikare Shemo Be'Israël. Non, il n'a pas dit ça. Pourquoi non? Parce qu'il était prématuré. Et alors? Non, non, c'est sûr. Et alors, il est prématuré. À partir du moment où on peut lui faire la bride, on fait la bride.
Non? Alors vous allez me dire non, parce que Chazal nous dit que Moshe il est déjà né avec Brit Mila. Oui, mais alors, on doit quand même faire un tafat d'âme. Et ça, on peut même le faire à un prématuré. Donc, on lui a forcément donné un nom. Oui, mais la Torah ne veut pas que tu le saches. Tassimoulev, on ne connaîtra jamais, officiellement, le nom juif de Moshe. Ah oui, parce que c'était Batia qui m'a dit ça. Alors, on va y arriver, 2 secondes. ולא יכלה עוד הצפינו, ותיקח לו בתיבת גומה, ותמרנה במעבר חמר, ותמרנה גם בת חמר בזפת, ותשם בה את הילד, ותשם בסוף על שפת היוב. ותתצב מרים מרחוק. Ah non, il n'y a pas marqué Myriam non plus. אחותו. לדעת מה יעשה לו. ותרד בתיה. Ah non plus. בת פרעה. ללחוץ על היאור, ונערותיה הולכות על יד היאור, ותראה את הטבע בתוך הסוף, ותשלח את המטה ותיקח. Vous comprenez qu'il y a ici volontairement une éalmout hashemot. Volontairement, on t'a caché les noms de tout le monde. C'est pas très dur à les retrouver, les noms. Mais la Torah ne veut pas te donner les noms. Pourquoi? Parce qu'on veut que tu comprennes que ce bébé-là qui vient de naître n'a pas d'identité claire. Parce qu'à partir du moment où c'est le fils de Amram et de Yocheved, c'est un juif. À partir du moment où il s'appelle Touvia, c'est un juif. À partir du moment où sa sœur s'appelle Myriam, c'est un juif. On ne veut pas que tu saches qui vient véritablement de Bnei Israël. Tu le sais. Mais volontairement, on te laisse son identité dans l'ombre. Pourquoi faire? Ben parce que il va grandir chez les Égyptiens. Non, c'est pourquoi il va grandir chez les Égyptiens. Combien de temps il va rester là-bas? Combien de temps il va rester? C'est la suite du film. La suite du film, c'est quoi? C'est qu'elle n'arrive pas à allaiter. Forcément, elle n'a pas été enceinte. Donc il y a Myriam qui est juste derrière, qui dit écoutez, moi je connais quelqu'un. Combien de temps il va rester? Jusqu'à ce sevrage. Combien de temps c'est? Je sais pas, 2 ans, 3 ans. Pendant ces 2-3 ans, vous croyez pas que Amram et Yocheved, ils lui ont toujours fait les 12 psukim de Chabad, ils lui ont dit Shema Israël, ils lui ont fait. Ils lui ont mis un peu d'Yiddishkeit, non? Et comment il s'appelait? Pendant ces 3 ans. Mais non. Il n'a pas encore reçu le nom de Moshe. Il s'appelait Touvia, Yekutiel, tous les noms qui sont proposés dans la Gemara. Vas-y, il a reçu déjà le nom de Moshe. Hein? Il avait déjà reçu le nom de Moshe. Ah bon? C'est pas très évident. Ah oui, c'était Quand Batia elle a retiré le verso, Ouais. elle a appelé Moshe. Ah ouais? Vous êtes sûr? Non. Ah d'accord. Non, vous le dites, non. Mais avant, j'étais sûre. Ben, regarde ce qu'il y a marqué ici, dans la source numéro 7. Vayigdal hayeled. Vas-y, Vayigdal hayeled, il a été sevré. Ok? Vatavieu le bat paro. C'est à ce moment-là qu'on le ramène chez bat paro. C'est après le sevrage. Ok? Vaïla le ben. Donc il est devenu pour elle un fils. Vatikra shemo Moshe. Qui l'a appelé Moshe? Bat paro, après avoir été sevré. C'est clair? Pourquoi elle l'a appelé Moshe? C'est quoi? Hein? Kiminamaï Meshitiou. Bien sûr. Allez, vas-y, dis-moi tout seul quel est le problème dans ce que tu dis. Mais il y a, c'est pas, on n'aurait pas dû l'appeler Moshe. Machouille. Machouille. Ah, vous êtes en train de me faire un victoire en grammaire hébraïque alors que Batia elle parle égyptien? Allô, Bokator? C'est Batia qui l'a appelé Moshe. C'est quand même Machouille. Mais non, c'est pas Machouille. C'est pas de l'hébreu. Mais non, c'est pas de l'hébreu. Pourquoi tu veux que Batia elle parle hébreu? Batia, elle est bat paro. Alors où elle a trouvé le mot Moshe? Mais c'est de l'égyptien, Moshe. Ah bon? Mais oui. Vous savez ce que ça veut dire d'ailleurs, Moshe en égyptien? Ça veut dire fils. Fils. Elle l'a appelé mon fils. Elle était tunisienne sans doute.
Mais c'est cela. Moshe, ça veut dire fils en égyptien. Oui, mais il y a écrit Kimina. Ah, il y a marqué Kiminamaim Meshitim. D'abord, on va se mettre d'accord. Batia, elle ne parle pas hébreu. Ou alors, si elle parle hébreu, elle a un très gros accent et des grands problèmes de grammaire. Il est possible que les juifs, eux, ils parlent hébreu entre eux. Peut-être. Mais Batia, il bat paro. Elle n'a pas pris hébreu première langue au bac. Donc, quand elle l'appelle Moshe, il est évident que c'est un nom égyptien. C'est vrai qu'il y a marqué Kiminamaim Jitio, mais qu'est-ce qu'il y a marqué juste avant? Attends. Vatomer, nous dit Rabbeinu Yitzhak Abravanel. Si c'est Bat Paro qui continue à parler, il n'y a pas besoin de dire Vatomer. Parce que le verset devrait être comme ça. Vataveu le Bat Paro, Vaïla le Ben, Vatikra et Shmo Moshe, Kiminamaim Meshitiu. Mais s'il y a marqué Ot Pam Vatomer, alors que grammaticalement il n'y a pas besoin, je veux dire Rabbeinu Yitzhak Abravanel, c'est la preuve qu'il y a une troisième personne dans le jeu. C'est quelqu'un d'autre qui a dit Vatomer. Et nous dit Rabbeinu Yitzhak Abravanel, c'est Yochevet. Ah, Yochevet, elle est présente à ce moment-là, elle vient lui ramener le petit. Et quand Bithia a eu le petit dans les bras, elle dit qu'est-ce qu'il est beau, mon fils, mon Moshe à moi. Il s'appellera Moshe. Yochevet à côté, elle parle hébreu. Elle va donner une explication hébraïque au nom égyptien de Moshe. Et elle va dire Kiminamaim Meshitiu. Ça veut dire quoi Meshitiu? Ça veut dire quoi Meshitiu? Ils l'ont sorti. Je l'ai sorti Ils l'ont. ou tu l'as sorti? Il a été sorti. Meshitiu. Tu l'as sorti. C'est-à-dire que Yochevet, elle parle à Batia et elle donne un commentaire hébraïque au nom égyptien de Moshe. C'est comme tu as des gens aujourd'hui en Israël qui appellent leur fils Tom et ils disent que c'est Milachon Tmimut. Bien fait. À la base, c'est quand même Thomas. Tu peux donner un pérouche hébraïque. Moi, j'ai fait pareil. Quand ma deuxième fille est née, alors quand ma première fille est née, je m'en suis sorti. Je me suis sorti parce que c'était l'année, c'était jusqu'à la fin de l'année de Evel, de la grand-mère de ma femme. Donc, on a dit que le deuxième nom de ma fille, ça allait être le nom de la grand-mère de ma femme. Donc, ma mère, elle a compris. Elle a accepté. Mais quand j'ai eu après une deuxième fille, il n'y avait plus le choix. Baruch Hashem, j'ai encore une grand-mère en vie. Et chez les Ashkenazim, on ne donne pas le nom de quelqu'un de vivant. Donc, il fallait que je donne le nom de ma grand-mère maternelle, de la mère de ma mère. Je le savais, j'avais pas le choix, c'était comme ça. Juste un problème, c'est que ma grand-mère s'appelait Sabine. Je voulais pas lui donner un nom français. Elle avait un nom en hébreu, enfin en yiddish, c'était Sprinze. Et je me sentais pas lui appeler ma fille Sprinze. Sprinze, ça veut dire Tikva. Tikva. Mais je me suis dit, Tikva, non, je le sentais pas. Je le sentais pas. Alors qu'est-ce que j'ai fait finalement? J'ai hébréisé le nom français de ma grand-mère. Et de Sabine, j'ai appelé ma fille Bina. Sabine, Bina. J'ai donné un pérouche hébraïque au nom français Sabine. Donc j'ai fait comme Batia et comme Yochevet. Sauf que quoi? Sauf que ça montre que dès sa naissance, notre Moshe national a une double identité. Il est et Moshe et Rabbeinu. En français, il est et égyptien et juif. Et ça va être un problème. Kiminamaim Meshitiu. Vaï bayamim ahem vaïgdal Moshe. Ensuite, donc, on continue le verset, vaïgdal otpam Moshe. Alors Rashi dira là-bas que le premier vaïgdal à Yeled, c'était il a grandi physiquement, il a grandi. Vaïgdal Moshe, c'est quand il a grandi en importance. Et Chazal disent qu'à ce moment-là, Pharaon l'a nommé Rosh Mimshala. Et là, je tiens à dire que on a un grand problème, vous et moi. Oui, monsieur Dan. Notre problème, c'est qu'on connaît mieux le film que le texte. Ouais. C'est comme ça. Tu parles de dessin animé?
La version que tu préfères. Dans tous les cas, ça amène le même problème. Les amis, dans la Torah, à aucun moment, mais alors vraiment à aucun moment, il y a raison de penser que Moshe est en concurrence avec un autre prince d'Égypte pour être le successeur de Pharaon. Dans le film, il y a Ramsès, et ils grandissent ensemble. Et Ramsès doit être le successeur, et Moshe le petit frère, machin. À nulle part dans la Torah, il y a des raisons de penser que Moshe a un frère. C'est marqué nulle part. Il y aura un Ramsès quand Moshe va revenir, mais rien ne nous laisse supposer qu'ils ont grandi ensemble. Pourquoi je vous dis ça? Parce que lorsqu'on me dit Vayigdal Moshe Minaou al Kol Beito, que dit Razal que Minaou al Kol Mitzraim, il en a fait Rosh Memshala, c'est pour qu'il apprenne le boulot, pour que quand lui il passe de l'autre côté du Nil, ce soit Moshe, le nouveau pharaon. Il faut bien être conscient que quand on dit le prince d'Égypte, c'est le prince d'Égypte. Il est censé devenir le futur roi d'Égypte. Ok? Alors, une fois qu'on sait ça, Vayigdal Moshe Vayetse El Echad. Misé Echad. Les Juifs, hein? Tu dis que tu n'as pas honte de contredire Rabbeinu Abraham Ibn Ezra. Rabbeinu Abraham Ben Ezra, il dit que c'est les Égyptiens. Alors c'est qui Echad? Les Égyptiens. T'as pas honte de contredire le Ramban qui dit que Echad c'est les Juifs? C'est qui Echad? Ben t'as Louis. Le fils Aramban c'est les Juifs. Le fils Ibn Ezra c'est les Égyptiens. Vayar besivlotam. Ah ben c'est bon, alors c'est sûr que c'est les Juifs. Non. Rabbi Abraham Ben Ezra dit que Sevel Batanar, ça ne veut pas dire des souffrances, ça veut dire des travaux. En tant que Rosh Memshala, Moshe a été vérifier l'avancée des travaux. Et les esclaves étaient juifs, mais les contremaîtres, les architectes, les patrons de chantier, ils étaient quoi? Égyptiens. Donc il a été voir ses frères égyptiens pour voir l'avancée des travaux. Vayar Ish, c'est-à-dire que notre Moshe, en fait, il a fait quoi? Il est parti sortir pour voir qui avait raison, Ramban ou Ibn Ezra. Bémet, c'est qui mes frères? Mais vous comprenez que le Moshe, il est tiraillé. Parce qu'évidemment qu'il sait qu'il est le fils biologique d'Abraham et Yocheved. D'un autre côté, il se sait être le futur pharaon d'Égypte. Toute sa vie, toute sa jeunesse, il a déjà 40 balais. Il va devoir choisir. Je suis égyptien ou je suis hébreu? Vayar ish mitzri, maké et Dreyfus. Ish ivri. Excusez-moi. Ouais, je peux se marquer. Vayar ish mitzri. Mais c'est ish batanach, c'est milachon chashivut. C'est-à-dire que ce ish mitzri représente l'Égypte. Maké ish ivri. Il a vu l'Égypte frapper le plus faible, frapper d'antisémitisme l'hébreu. Et donc là, il a pris une décision. Me'echad. Moshe se range du côté du faible. C'est un choix porté sur un sentiment moral. Pas forcément juste, parce que le faible n'a pas forcément toujours raison. Mais ça part d'un sentiment moral. Et donc, à partir de ce moment-là, il est quoi? Il est choisi. Il est hébreu. Ça y est. Vaïfen kol vachor, vayar ki en ish. Vayach et המצרי ויסתימנו בחול. ואז זה ביום השני, והנה שני אנשים עברים ניצים, ויאמר לרשע, למה תכה רעך? ויאמר, מי שמך לאיש שר ושופט עלינו? הלהרגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי? Bon, là je comprends pas 2 secondes. On vient de me dire qu'avant de tuer l'Égyptien, il a fait quoi? Regardez à droite à gauche. Donc soit il est très mauvais, soit c'est pas ça que ça veut dire. Bien sûr que tout le monde a vu ce qu'il a fait manger. La preuve c'est que le lendemain tout le monde en parle. Mazé va yifen kovacho. Israël, Moshe il a regardé d'un côté du monde et de l'autre côté du monde. Est-ce qu'il va sortir quelque chose de cet Égyptien? Il a vu que El Ish.
terminer l'Égypte. Moshe a compris que le seul endroit où l'Égypte allait encore avoir de l'importance, c'est dans le sable, pour les fouilles archéologiques. Zéro, en voir l'Égypte. Et le lendemain, il y a deux juifs qui se disputent, classique. Moshe va intervenir, mais la réaction des juifs est très bizarre. Ils disent Mi samcha ish sar v'shofet aleinu. Ça veut rien dire cette phrase. Moi, si je suis Moshe, tu sais ce que je fais à ce moment-là? Je sors n'importe quel billet de banque. Je dis allô, tu me remets? Tu vois, je suis sur tous les billets, toutes les pièces. Regarde là, une statue, c'est moi, tu me remets? Tout le monde le connaît, Moshe, c'est le prince d'Égypte. C'est le Rosh Memshala. Il est partout. Alors comment ça? Mi samcha ish sar v'shofet aleinu. Mais comment ça? Je suis le prince d'Égypte. Comme ça, je fais, tu meurs. Ils le savent, non? Non. Hier, tu étais encore le prince d'Égypte. Mais tu as décidé depuis hier de devenir un hébreu. Tu n'es pas au-dessus des autres. Hein. Tu veux devenir le chef, et on fait des élections, on verra. Et là, Moshe dit, Vayar Moshe, Vayomer, Vayira sera Moshe, Vayomar, Achen Noda Adavar. C'est Noda Adavar. Je dis, devine, Noda Li Adavar. C'est Noda Li. Alors Rashi dit, Noda Mashe Haïti Tamea Alkar. J'avais un grand problème, je ne comprenais pas jusqu'à maintenant qu'est-ce que les Juifs avaient fait pour être tellement persécutés. Alors Shaman Mevin, c'est des vendus, c'est des délateurs, ils s'entretuent entre eux, ils sont pourris. Donc il vaut mieux qu'ils soient persécutés. Ah, Bémet, il a raison, Moshe? Non, il n'a pas raison, c'est ce que va lui expliquer le Rav Kook. Enfin, Dieu. Et après le Rav Kook. Dieu va dire à Moshe, t'as pas compris. Dans la source numéro 10, Vayomer Hashem Raor Haïti et Oni Ami Asher Bemitzrayim. Nodali Adavar. Effectivement, lui il pense qu'il mérite d'être. Dans la Haggadah de Pessah, on dit Vayareu Amitzrim Vayanunu. Le Rav Kook il dit dans la Triya, Mazé Vayareu Otanu Asu Otanu Raïm. Non, Moshe, tu te trompes, ils ne sont pas mauvais. C'est l'esclavage qui les a rendus comme ça. Sors-les d'Égypte, tu verras qu'Akol Yem Psader. Il les a sortis d'Égypte. Oh, il va, oui, qu'est-ce qu'il a vu, comment c'était Psader. Et là, pour Moshe, c'est la déconfiture. Les Égyptiens, je ne m'y retrouve plus, parce qu'ils frappent les plus faibles. Les Hébreux, je ne m'y retrouve plus, parce qu'ils sont pourris. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va. Et où est-ce qu'il va? Il est parti à Midian, c'est la dernière ligne de la source numéro 7. ויבקש להרוג את משה, ויברח משה מפני פרעה, וישב בארץ מדיין, וישב על הבאר. Il est parti à Midian. Vous savez où c'est Midian? C'est le sud de l'Éthiopie. C'est super loin. Pourquoi il est parti là-bas? Parce qu'il est parti chercher quelque chose là-bas. Il est parti créer un nouveau peuple juif. Nous dit Rashi, Mi Yaakov Avinu Lamad, qui l'homme isdavel zivugo ela la be'er. De la même façon que Yaakov il a trouvé Rachel au puits, lui aussi il voulait créer un nouveau peuple juif au puits, mais au puits de Midian. C'est qui Midian? Rivka. Quoi? C'était au puits. Oui, Rivka aussi. Donc on trouve sa femme au puits. Mais il était à Midian. Pourquoi il était d'Afka à Midian? Qu'est-ce qu'il va chercher là-bas? C'est qui Midian? Oui, il y a Yitro à Midian, mais il ne le connaît pas encore. C'est pas pour ça qu'il est parti. Vous savez pas que c'est Midian? Mais c'est le fils d'Abraham. Midian, c'est le fils d'Abraham. Combien d'enfants il a eu Abraham? Ne me dites pas deux. Il a eu Yitzhak, il a eu Ishmaël, mais après il s'est marié avec Ketura. Avec Ketura, il a eu 6 enfants. Parmi ces 6 enfants, il y en a un qui s'appelle Midian. En d'autres termes, Moshe va essayer de retrouver les derniers vestiges de la Torah d'Abraham. Torah Chesed al-Leshon. Velachem, il va à Midian.
Et il va rester à Midian pendant 40 ans. 40 ans, il a été égyptien. Il a fait une croix dessus. 10 minutes, il a été hébreu. Il a fait une croix dessus. 40 ans, il va rester à Midian, chez Yitro. Et là-bas, il va apprendre à être prophète. Là-bas, il va être à la yeshiva de Yitro pendant 40 ans. Il a maintenant 80 ans, Moshe, et il est persuadé d'avoir trouvé le bon filon. C'est-à-dire, il lui a appris quoi, Yitro? Il était quoi, Yitro? C'était quoi son métier? Cohen, hein? Cohen Midian. Il servait quelle divinité? On dit le Midrash que Yitro, il a essayé toutes les divinités. Il a fait toutes les avodotes zarot possibles et imaginables. Alors, tu as deux façons de comprendre. Soit de manière assez enfantine, que chaque semaine il changeait, ou alors de manière très profonde. Il les faisait toutes en même temps. Parce qu'il comprenait qu'il y avait cette notion d'unité. Il n'arrivait juste pas à savoir que ça s'appelle Yud Kei Vav Kei. Moshe va apprendre là-bas, mais il va apprendre à être lui en rapport avec Dieu. Comment on appelle ça? Un judaïsme religieux. Où ce qui m'intéresse, c'est ma petite personne. Ben oui, des fois quand j'ai envie de faire des mitzvot, je ne vais pas m'attacher au peuple juif. Parce qu'ils vont me déranger. Je vais m'enfermer dans ma chambre et je vais faire mes mitzvot. Je suis un religieux individualiste. C'est ce que Moshe est pendant 40 ans à Midian. Il s'occupe de lui. Et tout d'un coup, le coup du buisson. Et Dieu dit à Moshe, Rao Raïti et Oni Ami Asher Bemitzraïm. Quoi, on ne savait pas que son peuple était en Égypte? Si, mais c'est un choc pour Moshe. Ani Raïti et Oni Ami. Tu sais qui c'est Ami? Asher Bemitzraïm. Alors tu vas retourner, t'es gentil, tu vas aller me le chercher. Mais je croyais qu'à Midian, j'étais en train de construire quelque chose de bien. Avec Tzipora, Gershon. Non. Mon peuple, c'est celui qui est en Égypte. Et commence la discussion du buisson. Où Dieu va être concrètement en train de faire un massa ou matan avec Moshe pour le convaincre d'y aller. Moshe, il ne veut pas y aller. Vous savez pourquoi il ne veut pas y aller? C'est quoi son argument à Moshe pour dire qu'il ne veut pas y aller? Hein? Non, avant le Aménoubi. Ils ne vont pas l'écouter. Pourquoi ils ne vont pas m'écouter? C'est son. C'est son argument. Mais pourquoi? À cause de l'esclavage qui les oppresse. Comment ça, à cause de vous? Non. רבותיי, ויאמר משה, סליחה, où est-ce que... הנה, לסוס מאוד עוז. ואתה לך וישלחך אל פרעה והוציא את עמי בני ישראל ממצרים. ויאמר משה אל האלוהים, מי אנוכי? כי אלך אל פרעה. וכי הוציא את בני ישראל ממצרים? אני לא מבין. Qu'est-ce qu'il demande Moshe? C'est quoi son grand problème? Qui suis-je? Mi Anochi. J'ai pas compris. Tu veux que je sois un juif? Tu veux que je sois un égyptien? Pour sortir les Bnei Israël d'Égypte, il faut que je sois un égyptien. Il faut que je sois un Ish Medina. Mais d'un autre côté, si tu veux que je guide les juifs, il faut que je sois un peu juif quand même. Mi Anochi. Al Tidal. Vas-y. Et là, Moshe, il balance son deuxième argument. Vayomer Moshe, Vayomar. Ve'en lo ya'aminu li. ולא ישמעו בקולי. ויאמרו לו נראה אליך השם. Ils vont pas me croire. Qu'est-ce qu'il lui a dit de faire Dieu à ce moment-là? Non. Là, à ce moment-là, il lui a dit, je vais te donner un signe. C'est quoi le signe? Il ressort comment? Mais dis-moi, moi j'ai appris le livre de Vaïkra. Ça veut dire quoi que j'ai la lèpre? La Shonara. Regardez ce que dit le natif de Vologine ici, dans la source numéro 14. וזה לך האות כי משה אמר לשון הרע על ישראל. כי אי אתה רשאי להגיד שהגאולה צריכה לבוא כך או כך. Qu'est-ce qu'il a dit משה? Il a dit והם לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי ויאמרו לו נראה אליך השם. En français, ils vont jamais croire que tu as choisi comme Goël un mec comme moi, un mec qui n'a pas été au Beth Midrash, qui n'est pas religieux, un mec qui parle pas bien yiddish, un mec qui a grandi. T'imagines? Quoi? Tu es en train de me dire que la personne que tu as choisie comme Goël Israël, c'est quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds vraiment au Beth Midrash,
quelqu'un qui est complètement assimilé dans la culture austro-hongroise, quelqu'un qui est journaliste, c'est quelqu'un comme ça que tu vas envoyer pour la Géoula, והם לא יאמינו לי. והם יגידו לו, נראה עליך השם. dit le natif de Vologine, זה עבירה של משה. כי זה לשון הרע על ישראל. להגיד שהם חושבים, כי אתה רשאי להגיד שהגאולה צריכה לבוא כך או כך, מפני שלא מחשבותיי מחשבותיכם. C'est pas à toi de dire à quoi doit ressembler le Mashiach. C'est Dieu qui décide à quoi doit ressembler le Mashiach. C'est mieux que toi. Ah oui. Toi, tu as prévu que le Mashiach, ça soit un mec avec des péotes comme ça, une barbe comme ça. C'est d'accord, c'est ce que tu avais prévu. Hein? Il avait une barbe comme ça, ouais. C'est Dieu qui choisit. ולכן אומר הנציב, מפני שלא מחשבותיי מחשבותיכם, וכשהיא באה, מה? מי בא? הגאולה, צריכים אנו לדעת לראות אותה. כמו מי? אחינו שעולים ומשיבים את ארץ ישראל, שהם משמשים לנו לאות. Quand le natif de Vologine il dit ça, c'est qui les gens qui משיבים את ארץ ישראל? זה החלוצים שזרקו את התורה. Il dit, הם האות של הגאולה. Que ça te plaise ou pas. Seulement Moshe il dit non. Il dit non, je veux pas. ויאמר, בי אדוני, שלח נא ביד תשלח. Alors là, 3 jours. Chazal nous dit que la discussion en buisson, ça a duré 3 jours. Et Dieu, franchement, la classe le calme. Toutes les 5 minutes, Moshe il dit non, t'as envie, bien. Et Dieu lui dit mais écoute, tout va bien. Sauf que là, Moshe il a passé la ligne rouge. Il a donné l'argument qu'il ne fallait pas donner. Il a dit shlachna be'ad tishlach. Je ne sais pas encore ce que ça veut dire, mais regardez ce qu'il a marqué juste après. Vayicharaf Hashem be Moshe. Ça y est, Dieu il a dit alors là, non. Qu'est-ce que c'est shlachna be'ad tishlach, Omer Rashi? Shlach mi she'ata ragil lishloach. Envoie celui que tu as l'habitude d'envoyer. Dehainu Aaron, le rabbin. Et là, Dieu dit non, stop. Vayicharaf Hashem be Moshe. Et quoi? Vayicharaf Hashem be Moshe. Vayomer alo Aaron achicha Levi. C'est Rabbi Jacob. Il dit cher Levi tout le temps. Achicha Levi, mais c'est arabe. Yadati. Qu'est-ce qu'ils savent faire les rabbins? Très bien. Qu'est-ce qu'ils savent faire très bien faire? Parler. Ils parlent les rabbins. Des fois ils dépassent même le temps qu'il leur est imparti. Et donc il dit Yadati. Ki daber yedaber hu. Aaron il sait faire des grands discours. Mais Zrat Hashem, צריך להתחזק באמונה. והקדוש ברוך הוא יוציא אותנו מן הגלות. לא להתייאש. רבנו צעק בקול גדול, אין ייאוש בעולם כלל. אבל pendant ce temps-là, לא עושים כלום. ולכן, אומר פה הקדוש ברוך הוא, כן? ידעתי כי דבר ידברו. וגם הנה הוא בא לקראתך, ורעך ושמח בליבו. זאת אומרת, אל תדאג, je l'envoie quand même pour te seconder. Tu auras toujours un religieux avec toi qui te dira qu'au niveau de la Torah, c'est le céder ce que tu fais. Non, c'est אל תדאג. Il y a le Rav Kook qui est là pour dire que ce que tu fais, c'est le céder. Et donc là, il n'y a plus de choix. Moshe, il y va. Il prend sa responsabilité de Goël Israël et il va aller voir Pharaon. Et à ce moment-là, commence le processus de la Géoula. Al ze kotev הרמב"ם, בהלכות משיח, בהלכות מלכים, בפרק של המשיח, בפרק י"א, אומר הרמב"ם, אל יעלה על דעתך שמלך המשיח צריך לעשות אותות ומופתים ומחדש דברים בעולם, או מחיה מתים, וכיוצא בדברים האלו שהטיפשים אומרים. הרמב"ם il aime faire des michés bérard de temps en temps, comme ça. אין הדבר כן, שהרי רבי עקיבא, חכם גדול מחכמי משנה היה. מה זה חכם גדול? הוא היה החכם הכי גדול. והוא היה נושא כליו של בן קוזיבא המלך. Rabbi Akiva c'était le plus grand des rabbins, il connaissait un peu la Torah. Et il a choisi de prendre Bar Korva comme Mashiach. Bar Korva c'était pas le plus grand Talmid Chacham de sa génération. Mais c'était quoi? Un chef politique.
Le Mashiach, le Goël, c'est d'abord et avant tout un chef politique. Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu a passé tout ce qu'il a passé? Parce que pour pouvoir libérer le monde, il faut qu'il sache ce que c'est le monde. Un mec du Shteitel, il ne peut pas amener la Géoula au monde. Il ne sait pas ce que c'est le monde. Et donc il a grandi en Égypte. Il a fait Sciences Po là-bas. Il a fait Saint-Cyr, il a fait toutes les écoles militaires possibles. Il connaît comme deux gouttes d'eau l'Égypte et le monde. Mais il a également cette Neshama Théora chez Nafar Tabi, qu'il n'a pas réussi à exprimer pendant 80 ans. Mais que Dieu lui dit, maintenant il est temps que tu la laisses s'exprimer également. Jusqu'à la fin de sa vie, il s'appellera pour nous Moshe. C'est son nom égyptien. Parce qu'à Goël, il a des allures d'occidental. Nachon. Seulement des allures d'occidental. Quand tu creuses, tu creuses, tu creuses. Même le plus occidentalisé saura dire d'où ça vient tout ça. C'est pour ça que le Rav Kook appellera Herzl, dans son éloge funèbre, Mashiach ben Yosef. Ce même Herzl n'était pas plus occidentalisé que lui. Il comprenait tellement bien son monde qu'il a été le Goël Israël Badorazé. Vous allez me dire, et où est sa Neshama Théora chez Nafar Tabi? Eh bien, lorsqu'il écrit son Alt Neiland, ça marche à la fin du livre, les Juifs ont réussi à créer leur pays, et le dernier acte de la pièce, Alt Neiland c'est écrit comme une pièce, c'est le festin, comme à la fin d'un bon album d'Astérix. Ça a marché, on s'assoit et on mange, et il donne la parole à tous les protagonistes. Et la dernière personne qu'il va faire parler, c'est le rabbin. La dernière phrase de l'œuvre de toute une vie, de 2000 ans de prière, sera écrite par les mains de Herzl en disant, dans la bouche du rabbin, Met Hashem Haitazot Iniflat Be'enu. Voilà comment termine le boulot du Goël Israël Badorazé. Alors c'est qui Moshe? C'est le docteur Moshe ou Mr. Rabbeinu? C'est d'abord et avant tout docteur Moshe. Et ce n'est que plus tard qu'il deviendra Mr. Rabbeinu. C'est ce que nous dit le Rambam, je ne l'ai pas mis ici, je termine par là. Que le Melech HaMashiach, d'abord, tout son boulot, c'est un boulot purement politique. Et on ne nous parle pas de sa grandeur de Torah. Aval, nous dit le Rambam, Kshetitiashev malchuto alav, az tanuach alav ruach hakodesh. Dans un deuxième temps, une fois que ça y est, il aura mis les bases de notre État, et ça y est, on sera fort politiquement parlant, az tishrei alav ruach hakodesh. Qui sait? Peut-être dans les nouvelles élections du mois d'avril. Amen, Kenny Ratzon.